Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, l'examen des recours introduits par l'Union pour le progrès et le changement auprès du Conseil constitutionnel. Ce parti demande l'annulation de candidature de candidats du CDP et de l'ADF-RDA. Le verdict du procès de l'affaire dite de Tonkar dans le Poni, le village où se sont déroulées des émeutes à la suite du meurtre d'un enfant, est tombé mardi dernier. Une trentaine de personnes ont écopé de condamnations diverses et 4 ont été relaxés. Et puis je reçois sur ce plateau le commissaire général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou avec M. Abdoulaye Zongo. Il sera tout naturellement question de la tenue de la 13e édition du CIAO. Sachez tout d'abord que le président du Faso a reçu cet après-midi le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Tiemoko Kone est venu faire le point des activités de l'institution qu'il dirige et évoquer avec le chef de l'État les préparatifs du cinquantenaire de la banque. Ces propos sont recueillis par Yacouba Goro. Le chef de l'État a bien voulu m'accorder cette audience pour me permettre d'abord de lui faire le point, comme je le fais traditionnellement, sur les activités de la Banque centrale et sur les activités de l'Union. Particulièrement cette fois-ci, nous avons parlé du cinquantenaire de la Banque centrale. Comme vous savez, la Banque centrale a 50 ans cette année. 1962-2012. Et à cet effet, il y a un certain nombre de cérémonies et de célébrations qui sont prévues, dont notamment un symposium qui est organisé à Dakar le 5 et 6 novembre pour faire le point sur l'union monétaire et surtout réfléchir sur les unions monétaires. Donc je suis venu en informer son Excellence, le Président de la République. Bien évidemment, nous avons passé aussi en revue un certain nombre de questions concernant notre zone. Le Premier ministre a quant à lui reçu hier 2 délégations. Il s'agit de l'Ordre de Malte et de l'Ordre des experts géomètres. La première est venue lui faire le point des activités par elle menées au Burkina Faso et la seconde est allée discuter de questions liées à l'habitat et à la construction. Adama Koulibaly. L'Ordre de Malte est un ordre religieux et militaire créé vers l'an 1100 pour défendre les pèlerins de Terre Sainte. La délégation de cet ordre reçue par le Premier ministre est venue parler de ses réalisations au Burkina Faso, car l'Ordre de Malte a de nos jours une fonction essentiellement charitable. Nous voulions tenir informé le Premier ministre des évolutions de nos actions ici, dans ce pays, et plus particulièrement de l'inauguration qui aura lieu demain de l'extension d'un dispensaire qui existe déjà depuis 2004, mais qui a connu un grand succès, avec une grande fréquentation, 24 heures sur 24, 361 jours par an, ce qui nous a amené à en augmenter la capacité. La Fédération des géomètres francophones a échangé avec le chef du gouvernement autour du métier de géomètre peu connu, mais qui tient une place importante dans le secteur de l'habitat. Alors nous avons eu le grand honneur d'être reçus par le Premier ministre effectivement du Burkina Faso, ce qui nous a extrêmement fait plaisir. Nous avons parlé de la profession des géomètres. Je représente la Fédération des géomètres francophones qui regroupe 26 pays, dont bien entendu beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Et un des rôles de la Fédération des géomètres francophones, c'est d'aider à l'organisation de la profession et d'aider à la formation de la profession. Le géomètre en Afrique et ailleurs est un des acteurs majeurs du foncier, du développement, que ce soit le développement rural, que ce soit le développement urbain, et la définition des limites de propriété est également dans ses attributions. Il a donc un rôle très très important. Et le Premier ministre qui était cet après-midi même sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Luc Adolphe Thiaw, est allé s'enquérir des préparatifs de la Biennale de l'artisanat africain qui débute samedi prochain. Évariste Kombari. Officiel de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en personne est allé voir les installations et s'assurer que tout est fin prêt. J'ai pu noter la détermination du comité d'organisation, donc je suis venu vraiment les encourager et pour que nous fassions en sorte que cette édition soit une des plus belles éditions du CIAO. Au pas gymnastique, Luc Adolphe Thiaw a passé en revue quelques pavillons
en marquant toutefois un arrêt intéressé au pavillon du soleil levant. J'ai pu donc visiter les stands, j'ai pu découvrir assez rapidement le pavillon du soleil levant. En tout cas, aujourd'hui, je pense que tout est fin prêt. Au terme de sa visite, le Premier ministre a échangé à bâton rompu avec le commissariat général du CIAO. Dans cette période de délestage, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a opté pour la location d'un groupe électrogène pour éviter tout désagrément. J'ai insisté pour que dès demain, le commissaire général travaille avec les agents de la SONABEL pour que le maximum soit fait. Du 26 au 4 novembre prochain, Ouagadougou sera la capitale de l'artisanat africain. Et le Premier ministre a eu ce message à l'endroit des artisans burkinabés et de tous les artisans. Nous souhaitons réellement, surtout que les artisans burkinabés puissent, au contact des autres artisans qui vont venir de toute l'Afrique et des autres parties du monde, ils puissent tirer meilleur profit pour encore améliorer leur production, leur création dans les années à venir. Donc je leur souhaite un excellent CIAO. 27 pays prendront part à la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. La 13e édition du CIAO, c'est donc à partir de ce samedi. L'événement est bien entendu très attendu par les artisans de toutes les régions de notre pays. Pour cette édition, la motivation n'est pas la même pour tous dans la région du sud-ouest où certains d'entre eux éprouvent quelques difficultés matérielles. Draman Dadjan. Des objets d'art de Gawa en route pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO 2012. Paniers, chaussures en cuir, carquois, masques lobby sont entre autres produits que les artisans de Gawa comptent exposer à cette 13e édition du CIAO. Le CIAO est un espace de promotion de l'artisanat burkinabé et africain, mais aussi un cadre de rencontre entre artisans et acheteurs. Je suis prêt pour cette édition du CIAO que j'attendais beaucoup. Grâce au CIAO, j'ai même été en Europe. Pour la présente édition de la Biennale de l'artisanat africain, l'engouement semble ne pas être au rendez-vous dans la région du Sud-Ouest. Franchement, c'est regrettable, parce qu'on n'est pas directement concerné par le CIAO, à mon avis, du moment qu'on n'a pas pris part à aucune organisation. On n'a ni une information claire qui définit comment nous, les artistes du PONI, on va donc participer au CIAO. Problèmes organisationnels et financiers sont des difficultés également évoquées. Les éditions passées, par exemple, on nous a affecté des stands. Ça veut dire que chaque région était représentée. Bon, mais cette année, vraiment, on ne nous a pas impliqués. Il y a des artisans talentueux ici, mais les moyens font défaut pour se rendre à cette édition du CIAO, car le soutien dont ils bénéficiaient de par le passé n'existe plus. Poterie, vannerie, sculpture, confession des tenues traditionnelles, voilà des activités auxquelles les populations du Sud-Ouest sont culturellement attachées. Et pour les artisans locaux, le souhait est d'exposer leurs produits au CIAO, une opportunité de déboucher sur les marchés nationaux et internationaux. Comme annoncé, je reçois pour vous donc le commissaire général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, M. Abdoulaye Zongo. Avec lui, il sera tout naturellement question de la 13e édition du CIAO. M. Zongo, bonsoir. Bonsoir. Comment vont les préparatifs, même si apparemment le Premier ministre y a fait un tour et a rassuré? Alors, merci. Je voudrais dire à l'attention du public que les préparatifs se déroulent bien. Et dans la mesure où, pour ce qui est des actions de grande envergure qui concernent les infrastructures, tout est fin prêt. Le pavillon japonais, pour lequel beaucoup doutaient, est enfin prêt et disponible. Vous avez dû vous rendre compte, le Premier ministre l'a visité personnellement, et les Japonais vont pouvoir l'utiliser et une partie de ce pavillon va être exploitée par le CIAO pour la mise en œuvre de certaines innovations. Et nous avons également un ensemble de rénovations qui ont été opérées et qui nous permettent de mieux gérer la cérémonie de cette année. Au niveau des artisans, nous avons, en anticipant
et en revisant un peu les critères, nous avons pu enregistrer à temps les participations, et pour ceux en tout cas qui ont eu bien l'information. Et actuellement, nous sommes en train de remettre les accréditations aux participants. Et pour la presse, c'est déjà bouclé, sauf ceux qui ont transmis tardivement leur demande d'accréditation. Monsieur Zongo, tout à l'heure dans le reportage de Gawa, des artisans disaient qu'il y avait une préoccupation. Le stand des régions apparemment ne sera pas, en tout cas, de rigueur cette année. Alors qu'est-ce qui explique cela et comment faire pour gérer cette situation? Alors, il faut dire que le stand des régions avait été mis en œuvre avec l'accompagnement de partenaires. Et pour cette édition, nous n'avons pas reçu de financement pour cela. C'est ce qui justifie pourquoi cet aspect n'a pas pu être pris en compte, puisque au-delà de l'espace d'exposition, il faut pouvoir prendre en charge les participants en termes d'hébergement et d'accompagnement pour les aménagements, ce qui n'était pas possible au regard de la modicité du budget qui est mis à la disposition du Salon pour l'organisation de l'événement. Alors, des dispositions auraient été prises, notamment sur le plan de l'électrification, pour éviter justement des pannes de courant. Est-ce que justement cela répond à ce souci de faire vivre l'événement, en tout cas sans trop de soucis? Bien sûr. Actuellement, vous constatez qu'il y a beaucoup de délestage et il fallait que des mesures soient prises dans ce sens. Et l'ambassade du Japon a accepté, dans le cadre du renforcement des capacités en infrastructure, mettre à la disposition de l'événement du CIAO un groupe électrogène de 500 kVA. Ce groupe a été installé effectivement, il est fonctionnel. Mais des préoccupations demeurent. Vous avez suivi l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les préoccupations demeurent dans la mesure où le groupe n'a pas pu couvrir toutes les infrastructures. Et les infrastructures couvertes aussi ont été prises en partie d'un point de vue de la fonctionnalité des équipements. Ce qui fait que nous sommes en concertation effectivement avec la SONABEL, et la SONABEL participe au processus depuis plusieurs mois pour voir dans quelle mesure sécuriser suffisamment la permanence de la fourniture d'électricité pendant le déroulement de l'événement. Il a été annoncé dans le reportage que 27 pays prennent part. À peu près combien d'artisans se sont annoncés? Et est-ce que tous les stands sont pris? Au stade actuel, tous les stands sont pris parce qu'il y a même des artisans qui sont venus sans avoir rempli les fiches d'inscription au préalable et qui attendent de voir si on peut éventuellement leur trouver de la place dans les pavillons. Et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir répondre à toutes leurs sollicitations. Et il faut relever qu'en moyenne, les artisans qui participent à l'édition tournent autour de 3000 chaque année. Et au stade où nous sommes en train de faire les enregistrements et nous pensons que nous n'allons pas être loin de ces chiffres. Mais ce qui importe actuellement, c'est surtout le taux de remplissage des stands, parce que c'est ça qui représente l'offre du CIAO en termes de disponibilité pour permettre aux participants d'exposer. Et nous pensons que l'objectif a été bien atteint à ce niveau parce que nous avons pratiquement du 100% de remplissage. Certains artisans ont reproché un peu les éditions antérieures qui n'avaient pas tellement d'acheteurs professionnels. Est-ce que cette année, les choses vont encore mieux? Alors, pour ce qui concerne les acheteurs professionnels, il faut dire que il y a ceux qui sont enregistrés officiellement, mais à chaque édition, les acheteurs visitent régulièrement le salon. Il y en a, c'est à leur arrivée que nous parvenons à enregistrer leur participation. Et cette année, spécifiquement, nous avons aménagé un cadre de rencontre pour permettre à ceux qui ont fait l'option de pouvoir réaliser des entretiens directement avec ces acheteurs. Alors, combien coûte le ticket d'entrée et quelles sont justement les innovations majeures? Le ticket d'entrée coûte 500 francs pour ceux qui ne veulent pas visiter les pavillons climatisés. Donc, les 500 francs donnent droit à l'accès au site et aux pavillons ventilés.
Et pour ceux qui veulent visiter les expositions dans les pavillons climatisés, ils doivent débourser 1 000 francs. Et il y a la possibilité pour ceux qui le veulent de payer 10 000 francs pour tout le temps que dure le salon. Et là, ils n'ont plus besoin de venir s'aligner. Et nous avons prévu des possibilités d'accès au niveau du côté de la mairie. Il y a des guichets qui ont été ouverts et qui doivent faciliter l'acquisition des tickets d'entrée. Et en termes d'innovation, nous pouvons retenir essentiellement l'espace business to business qui est mis en œuvre spécifiquement cette année, qui est un espace dédié qui permet d'organiser des rendez-vous entre les professionnels du métier, les acheteurs et les exposants qui souhaitent et qui ont la capacité de réaliser certaines quantités d'opérations. Et pour cela, nous avons reçu plus de 100 inscrits en tant qu'exposants pour rencontrer une cinquantaine d'acheteurs officiellement enregistrés et ayant opté pour le B2B. Pour les autres acheteurs, bien sûr, c'est quand ils arrivent qu'ils se signalent pour avoir leurs accréditations. Et c'est en ce moment que nous arrivons à les identifier et à les prendre en compte au titre des acheteurs professionnels. Nous avons également la mise en place d'un bureau d'assistance aux professionnels qui doit accompagner les acheteurs et les artisans dans leurs négociations pour faciliter la réalisation de leurs opérations. Nous avons mis à leur disposition une quinzaine d'interprètes pris en charge par le CIAO pour les aider à mieux ficeler leurs dossiers, à mieux échanger, pour se comprendre, parce que les artisans, comme nous l'avons dit, proviennent de toutes les régions de l'Afrique, l'Afrique du Sud, la Namibie, les pays du Nord, toutes les régions de l'Afrique sont représentées. Et pour cela, nous avons estimé qu'il était important de faciliter l'échange en mettant à la disposition de cet espace-là un ensemble d'interprètes, traducteurs. Un message particulier? Un message particulier, je voudrais, à l'attention du public, signaler que demain, vendredi, c'est bien vrai que c'est la fête de la Tabaski, mais le salon va ouvrir ses portes. Les exposants sont déjà là, ils sont en train d'aménager. Le salon va ouvrir normalement. Et le soir, à partir de 16h, comme d'habitude, il y aura de l'animation. Et Cissé Abdoulaye, après 40 ans de musique, va revenir en live pour produire au profit de ses fans. Donc nous invitons le public à venir nombreux. Et il y a également que nous avons acquis avec l'accompagnement du Japon un outil d'animation centralisé qui est le système d'animation que nous sommes en train de mettre en œuvre, qui comporte un volet communication et sécurité aussi par la vidéosurveillance. Donc nous invitons le public à venir très nombreux et à utiliser tout ce qu'il y a comme issue pour acheter les tickets pour faciliter leur entrée, éviter les engorgements qui conduisent par moments certains à prendre les tickets et se mettre de côté pour revendre, et ce qui est décourageant pour ceux qui veulent vraiment accéder facilement, mais surtout que ceux qui le veulent prennent les dispositions pour acheter les tickets qui permettent d'entrer permanemment sans se déranger pour se mettre dans les rangs. Merci donc à vous, M. Zongo, qui est venu nous donner des informations pratiques sur la tenue de cette édition du CIAO. Cela dit, suite de cette édition, le Conseil constitutionnel a tenu une audience ce matin pour examiner le recours en inéligibilité introduite par l'Union pour le progrès et le changement. Ce parti conteste l'éligibilité, excusez-moi, on y est parvenu, de 2 candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès et une candidature de l'ADF-RDA du fait de leur qualité de magistrat. L'audience a donné lieu à de chaudes joutes verbales entre avocats. Le témoignage de Adjima David Tchambiano. Invalider la liste CDP du Yatenga ainsi que la liste nationale ADF-RDA comptant pour les législatives du 2 décembre 2012, voici la requête de l'Union pour le progrès et le changement et 3 de ses militants devant le juge constitutionnel. Le parti de Zéphirin Diabré conteste l'éligibilité de Bouraïm Al-Badini, de Somkinda Traoré Newedraogo du CDP et Lucie Pokouli de l'ADF-RDA. Tous 3 magistrats
au motif que le statut de la magistrature leur interdit à ce titre de mener des activités de nature politique. L'argument essentiel que nous avons plaidé devant le Conseil constitutionnel, c'est en réalité l'impossibilité naturelle pour un magistrat de faire de la politique, de souscrire à un mandat politique électif sans que cette situation ne jette le discrédit sur l'ensemble de la profession judiciaire. Et nous avons pris appui donc des articles 34, 35 et 36 du statut du Code de la magistrature, ensemble aussi avec les dispositions du statut général de la fonction publique. La défense évoque que les magistrats de profession ainsi nommés sont en situation de détachement et n'assurent plus de fait de fonctions juridictionnelles ou administratives au niveau de la chancellerie. Des décrets de détachement ont été produits comme justificatifs, mais les avocats de l'UPC émettent des doutes sur l'authenticité de ces documents et évoquent même une exception de fraude à la loi. Les bâtonniers Passere Titenga, Aruna Sawadogo, Mamadou Traoré qui défendent la CENI, les avocats de Bourema Badini et Somkinda Traoré du CDP ont à leur tour récusé les documents sur la base desquels Maître Guy Hervé Kam et son confrère Sommet fondent leur plaidoirie. Ces éléments de dossier ont juste été soumis séance tenante et la partie défenderesse y voit une sorte de mépris des droits de la défense. Mais les conseils de la CENI et du CDP évoquent surtout une exception d'incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître d'un recours portant sur un arrêté de la CENI. Nous avons notre code électoral qui dispose des conditions dans lesquelles on peut contester les opérations électorales d'une part et l'élection d'autre part. Ici, nous sommes dans un cas très précis. C'est la publication des listes, qui est une opération électorale qui a été faite par la CENI. Lorsque cette liste est publiée, les candidats, les mandataires des partis ont la faculté de saisir le tribunal administratif. C'est ce qui se passe depuis quelques jours à Ouaga, à Bobo, à Waiguya, à Léo, à Dori, etc. Or, qu'est-ce que l'UPC et ses militants, ses candidats ont fait? Ils ont préféré saisir le Conseil constitutionnel pour constater que la liste sur laquelle figure un certain nombre de candidats ne pouvait pas être validée par la CENI. Donc clairement, c'est l'opération de publication de la liste qui est un acte administratif et qui ressort du tribunal administratif. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au Conseil constitutionnel de purement et se déclarer incompétent. On a eu droit à de grandes joutes oratoires devant le juge constitutionnel avec des exigences théoriques portant sur la relation entre le juge et la politique et des théories sur l'indépendance de la magistrature et le tout dans un scénario à rebondissement. En début de séance, les avocats de la partie plaignante ont soulevé une exception d'abstention à l'encontre de deux membres du Conseil constitutionnel, M. Bamitié Michel Karama et Mme Alimata Oui, deux autres magistrats qui, aux yeux des avocats Kam et Sommet, avaient intérêt dans ce procès qui met en cause deux magistrats dans leur relation avec le politique. Une question préjudicielle sur laquelle ont d'abord délibéré les 9 conseillers qui ont prononcé l'irrecevabilité de cette requête. Et le Conseil constitutionnel a finalement rendu sa décision il y a quelques instants. Les 9 conseillers considèrent que M. Bourema Badini et Mme Somkinda Traoré sont en situation de détachement au regard des actes administratifs. Ils déclarent par contre Mme Lucie Koupouli inéligible pour faute d'actes administratifs qui attestent de sa situation de mise en détachement. Le Conseil constitutionnel se déclare enfin incompétent pour prononcer l'invalidation des listes CDP et ADF-RDA et invite par conséquent les recourants à se pourvoir autrement. Les réactions des avocats après la décision recueillies pour vous par Adjima David Tchombiano. Nous prenons aussi acte de la décision du Conseil constitutionnel de ne pas invalider la liste, la DFRDA, à circonscription nationale du Yatenga. Alors donc, nous pensons que, compte tenu de cette décision, il nous appartient d'aviser la conduite à tenir et surtout de compléter notre liste comme nous permet la loi. Mais nous notons tout simplement que c'est un rendez-vous manqué avec la démocratie, avec l'histoire démocratique de notre pays. Quand on se souvient que depuis 1998, le Forum national sur la justice avait recommandé de façon claire
qu'il y ait une séparation nette entre les magistrats et la politique. On ne peut qu'être déçu et rester sur sa faim. Il y avait beaucoup de greffes tenant notamment à l'existence même du décret qui a été produit. C'est dommage que le Conseil constitutionnel n'a pas saisi donc l'occasion pour se prononcer sur ces questions-là, alors qu'il est bel et bien le seul juge du contentieux électoral. C'est nous dire oui, peut-être les décrets ne sont pas bons, mais allez-y ailleurs, or on ne peut aller nulle part. La loi portant sur le détachement renvoie l'intéressé magistrat à une situation qui est pratiquement la situation des fonctionnaires classiques qui, eux, bénéficient de toutes les activités possibles, du social, du politique et tout. Alors que le magistrat en activité, mais activité de magistrat, rendant les décisions ou participant à la décision judiciaire, sont limités quant à leur possibilité d'occuper d'autres fonctions. Et puis le procès de l'affaire dite de Tonkar qui avait défrayé la chronique a connu son dénouement le 23 octobre dernier. Le verdict a été rendu, 4 prévenus ont été relaxés, 30 autres condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois avec sursis à 2 ans ferme. Les détails avec Christophe Da. Le verdict du procès en correctionnel de l'affaire dite de Tonkar est tombé ce mardi 23 octobre. Les 34 prévenus ont été appelés à la barre et le tribunal de Gawa, par la voix de son président Sanga Wahoudou, a prononcé 4 relax pour bénéfice du doute et pour infraction non constituée. Les 30 autres prévenus ont été reconnus coupables de participation à une manifestation illicite et d'actes de vandalisme. 6 d'entre eux, des élèves et des personnes âgées, sont condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis. Les 24 autres prévenus ont écopé de peines allant de 6 à 24 mois de prison ferme. Parmi ces derniers, l'ex-maire de la commune de Gawa, Da Frédéric Farahiri, condamné à 12 mois ferme d'emprisonnement et une amende ferme de 200 000 francs CFA. Ces 24 coupables sont également condamnés à payer solidairement une amende d'un peu plus de 9,5 millions de francs CFA au profit de 11 victimes. Par ailleurs, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Gawa assure que la justice ne va pas en rester là avec cette affaire, car au moins 9 des condamnés seront poursuivis pour infraction criminelle et certains suspects dans cette affaire sont encore en cavale. Le tribunal de Gawa a la charge d'instruire le dossier et de le communiquer à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bobo Dioulasso, dont relève le tribunal de Gawa. La communauté internationale a commémoré hier la 67e journée de l'Organisation des Nations Unies. Chez nous, l'événement a mobilisé autour du renforcement de la résilience des populations et des institutions aux crises et chocs. Safiatou Tamboula. Le 24 octobre de chaque année est célébrée la journée de l'ONU. Elle se veut une occasion renouvelée pour manifester l'adhésion des populations et des peuples du monde aux idéaux et valeurs qu'incarne l'organisation. C'est également le moment de faire le point sur l'état du monde. La célébration donne aussi l'opportunité de faire le plaidoyer et de tirer la sonnette d'alarme sur les défis qui mettent à rude épreuve les idéaux chers à l'organisation. Au Burkina Faso, la journée est placée sous le thème « Renforcer la résilience des populations et des institutions face aux chocs et crises ». Nous constatons que de plus en plus, à cause des changements climatiques notamment, il y a de plus en plus de chocs au point de vue des catastrophes naturelles. Au Burkina Faso, c'est surtout les questions relatives aux inondations. C'est pour que l'ensemble des institutions, au niveau central comme au niveau décentralisé, soient outillées pour pouvoir faire face. Pour le gouvernement du Burkina Faso, la commémoration de la journée se veut une occasion de magnifier les valeurs de la coopération internationale entre les peuples et aussi de réaffirmer son adhésion et sa foi aux idéaux et objectifs des Nations Unies. La journée des Nations Unies est en effet un cadre idéal permettant aux États membres de réaffirmer leur engagement vis-à-vis de l'organisation et à celle-ci de réaffirmer ses engagements à l'égard des États membres pour l'avènement d'un monde meilleur. À l'occasion de la cérémonie de célébration de la 67e journée de l'ONU, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burkina a livré le message du secrétaire général de l'ONU.
Dans ce message, Ban Ki-moon exhorte la communauté mondiale à ne pas faiblir face à l'adversité. Pour lui, le moment est venu de revoir les ambitions à la hausse. Pour cela, un programme réaliste et ambitieux doit être établi. Le National Democratic Institute promeut la participation citoyenne des jeunes aux activités politiques. Un colloque a été organisé au profit des jeunes des partis politiques et de la société civile en vue de les intéresser à la chose politique. Kadi Sanogo. Ce sont 200 jeunes de 12 partis politiques et des organisations de la société civile burkinabé qui prennent part à ce colloque national. Une rencontre qui entre dans le cadre du nouveau programme initié par les NDA sur les opportunités pour l'engagement politique et pacifique des jeunes. Il s'agit d'un programme de promotion de la participation citoyenne des jeunes. Évidemment, les élections constituent toujours une bonne porte d'entrée quand il s'agit d'engagement citoyen. Et ils sont de différents partis, ils sont de différentes organisations, ils viennent de différentes localités du Burkina pour réfléchir ensemble sur leurs préoccupations, leurs besoins, leurs attentes par rapport aux acteurs politiques, par rapport aux politiques qui sont menées, la décentralisation, la gouvernance locale, les politiques d'emploi, mais aussi les activités des partis politiques. Cadre de réflexion sur les priorités et les principales préoccupations des jeunes dans le processus démocratique, ce colloque permettra à l'Agence américaine de développement international USAID de partager avec les participants l'expérience américaine en la matière. Nous avons eu le privilège en tant que gouvernement des États-Unis, par le biais de l'USAID, de soutenir cette initiative de NDI, d'organiser ces colloques, surtout pour les jeunes et pour les jeunes, pour que les jeunes s'engagent de façon constructive et positive dans la chose politique au Burkina Faso. Au terme de 2 jours d'échange, les jeunes qui occupent une place importante dans le processus démocratique en cours au Burkina seront à même de développer des initiatives pour se valoriser au sein de leurs structures et organisations respectives. Les sites web des ministères et institutions fonctionnelles. Depuis ce matin, le processus a été lancé par le ministre en charge de l'économie numérique. La mise en ligne de l'administration publique est donc désormais une réalité et les usagers n'en seront que très soulagés de disposer d'informations à distance. Les précisions avec Symphorien Sonda. Les sites web sont aujourd'hui de véritables outils de communication et les meilleures interfaces de toute organisation avec le monde. Des sites web sont réalisés au niveau des ministères et institutions pour améliorer leur visibilité sur le plan national et international. Il s'agissait pour l'administration burkinabé de se mettre à jour et d'avoir des sites de dernière génération qui ont aussi une présentation uniformisée pour l'ensemble des ministères et des institutions. Et nous allons progressivement vers la e-administration, c'est-à-dire l'administration électronique, parce que nous allons mettre progressivement les services en ligne et bientôt, pour payer ses impôts par exemple, ou pour faire sa carte grise, on n'aura plus besoin de se placer pour aller auprès du service pour le faire. On pourra remplir les formulaires en ligne et recevoir donc les documents et avoir le tout en ligne. Cela nous fera économiser en temps, en argent et aussi même en matière de corruption. Les directeurs de communication et des presses ministérielles ont la charge de la gestion de ces sites web. Ils ont été équipés de matériel adéquat pour cette tâche. Le service de l'information du gouvernement a lui aussi bénéficié d'équipements informatiques. Quant au ministère en charge de l'économie numérique, il a reçu un don de matériel de l'UEMOA, de l'ambassade de Chine et de Softnet suite à l'appel lancé lors de la semaine de solidarité numérique. Ce matériel a été remis aux récipiendaires. Le Conseil supérieur de la communication renouvelle des autorisations d'exploitation de fréquences. 28 organes de presse audiovisuelle ont procédé à la signature des conventions irrelatives pour une durée de 5 ans. Nicolas Zigani. Les 28 promoteurs de radiodiffusion, à travers cette signature de convention d'autorisation d'exploitation de fréquences, se mettent en conformité avec les dispositions légales. Le respect de ces dispositions légales et réglementaires doit être renouvelé tous les 5 ans. Nous attendons à ce que, avec les expériences que ces radios ou ces télévisions ont déjà eues par le passé, qu'elles puissent être encore plus performantes et répondre encore plus aux attentes du Conseil supérieur de la communication en matière de respect
des principes et des obligations. Donc c'est ainsi que nous avons de nouveau scellé en quelque sorte un pacte. Ce fut l'occasion pour les promoteurs de radiodiffusion d'exprimer certaines préoccupations liées à la formation et aux exonérations ou réductions des taxes. Par rapport aux charges fiscales, évidemment, les médias sont des services publics et donc de ce point de vue, on pense que des efforts peuvent être encore consentis, même si certains ont été faits. Il y a également les frais de redevance qui sont encore élevés, même si des efforts ont été faits en 2010. La présidente du Conseil supérieur de la communication a encouragé ses promoteurs à toujours persévérer dans cette dynamique de confiance avec son institution. Elle a ensuite rassuré ces derniers à poursuivre le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Et le Conseil supérieur de la communication qui intervient une fois de plus dans la formation de journalistes en matière de collecte et de traitement de l'information en période électorale. Une démarche bien à propos en cette veille de campagne électorale dans notre pays. Adama Koulibaly. À quelques 3 semaines de l'ouverture officielle de la campagne pour les échéances électorales couplées municipales et législatives du 2 décembre prochain, le CSC, Conseil supérieur de la communication, a initié cet atelier national de réflexion des professionnels des médias pour une couverture médiatique adéquate. Cette rencontre s'inscrit dans la logique d'une circulaire du CSC portant sur la couverture de la période préélectorale, comprenant entre autres cette recommandation. Cette recommandation concerne les comportements à avoir, aussi bien au niveau des hommes et femmes des partis politiques qu'au niveau des médias, pendant également la campagne électorale. C'est-à-dire éviter certains propos, les diffamations, les injures, tout ce qui peut troubler l'ordre public ou casser la cohésion nationale. Cela peut venir des partis politiques ou regroupements de partis politiques, mais cela peut aussi venir des médias. Parce que les médias, bien sûr, vont couvrir les activités des partis politiques, mais les médias aussi ont la latitude de commenter ce qui se passe. Donc nous voudrions encore plus de vigilance que d'habitude pour éviter ce que nous avons pu voir sous d'autres cieux. 4 communications relatives aux enjeux de l'information, la régulation de la pré-campagne ou encore le pluralisme et l'équilibre de l'information dans les médias publics en période électorale sont au programme. Le réseau national de lutte anti-corruption a tenu hier une assemblée générale au cours de laquelle a été discuté le plan stratégique 2013-2016 du réseau. À l'occasion, il a été publié un rapport 2011 sur l'état de la corruption dans notre pays. Claudine Bikaba. L'examen et l'adoption du plan stratégique 2013-2016 du réseau national de lutte anticorruption RENLAC a été au centre de sa première assemblée générale extraordinaire 2012. Ce 3e plan stratégique a pour objectif général de contribuer à faire reculer significativement la corruption dans la société burkinabé. Alors, il s'articule autour de 4 axes, comme le précédent, mais avec des nuances très importantes. Le premier axe porte sur le renforcement de l'efficacité du réseau. Avant de pouvoir lutter, il faut qu'on soit suffisamment solide. Donc, c'est ce que cet axe se propose de réaliser. Deuxièmement, le deuxième axe, c'est le renforcement de l'éveil et de la conscience pour le refus et la condamnation citoyenne de la corruption. Le troisième porte essentiellement sur le renforcement de la lutte anticorruption dans les administrations publiques et parapubliques. Et le troisième axe se propose d'œuvrer à faire reculer l'impunité dans les actes de corruption au Burkina Faso. Selon les études menées par le RENLAC, le rapport sur l'état de la corruption au Burkina a connu une évolution. Quand nous regardons de plus près, nous constatons que par rapport à 2007 jusqu'à maintenant, ce nombre s'est accru. Ceux qui pensent que la corruption régresse s'est accru de 41%. Donc il y a quand même une certaine évolution au profit de ceux qui pensent que ça bouge dans le sens d'une régression. Le rapport 2011 sur l'état de la corruption au Burkina indexe la douane comme institution la plus corrompue, la police municipale vient après la douane, la justice en 3e position, les enseignements secondaires et supérieurs en 4e et la santé est classée 5e. Et pour clôturer l'âge du RENLAC, le document soumis à évaluation au cours de cette rencontre a été remis à quelques institutions ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers.
Le ministère de l'économie et des finances a procédé à l'examen à mi-parcours de la politique sectorielle du département. Ensemble avec les bailleurs de fonds, il a été question de rechercher les voies et moyens de promouvoir une économie plus moderne et plus compétitive. Abdoul Rasmane Zongo. L'ambition affichée de cette rencontre partenariale entre acteurs de l'économie et des finances et partenaires techniques et financiers est de dégager les voies et moyens pour davantage assainir et booster la gestion des finances publiques. Il s'agit concrètement de la revue à mi-chemin de la politique sectorielle du ministère de l'économie et des finances, POSEF. Cette politique sectorielle a été adoptée en 2011 en vue de promouvoir une économie burkinabé plus moderne et compétitive. Lorsqu'on a une politique sectorielle qui a un plan d'action, il faut que périodiquement vous fassiez le point, voir où est-ce que vous vous situez dans la mise en œuvre des actions que vous avez prévues. Nous avons pris l'habitude de faire cela. Nous allons ouvrir notre première session pour voir ce que nous avons pu. Bien évidemment, nous-mêmes, les partenaires, nous devons rendre des comptes à nos propres autorités, mais aussi aux citoyens des pays ou des structures que nous représentons. Donc il est extrêmement important que nous disposions ensemble des informations sur les mesures de mise en œuvre et puis naturellement sur le programme d'activité des autorités que les partenaires sont disposés à accompagner et à continuer à accompagner comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Merci. Les conclusions et recommandations qui sortiront de cette session contribueront à consolider la gouvernance économique et financière dans notre pays. La 3e édition du Festival des Grillades de Ouagadougou se prépare activement. Les promoteurs de la manifestation l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse. Elle devra se dérouler courant mois de novembre et sera consacrée à la promotion des techniques de transformation des produits de l'élevage et à la valorisation de cet art culinaire au Burkina. Nyarkiteda. Le Festigri ou le Festival des Grillades de Ouagadougou, 3e édition, aura lieu du 22 au 25 novembre prochain à la Maison du Peuple. C'est la principale information donnée à cette rencontre avec les hommes des médias. Entourée de ses plus proches collaborateurs et de ses partenaires, la promotrice est venue dévoiler les objectifs de la présente édition, placée sur fond de maîtrise totale des techniques de transformation des produits de l'élevage. Cette 3e édition vise les objectifs suivants. Valoriser et promouvoir l'activité des grilleurs, permettre un échange de connaissances en matière de transformation des produits de l'élevage, booster bien sûr les ventes des grilleurs durant le festival, créer un espace d'expression, d'échange et de rencontre afin de permettre aux jeunes de se lancer dans cette activité, créer bien sûr de la main-d'œuvre. Avec seulement 13 gruyères à la première édition, le Festigri a mobilisé l'année dernière pour la 2e édition 77 gruyères qui ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA. De quoi alors motiver davantage les initiateurs qui comptent enregistrer près de 150 grillères professionnelles qui viendront de Ouagadougou et d'ailleurs pour cette 3e édition. Au-delà de son aspect festif, la 3e édition sera le rendez-vous de donner et de recevoir avec l'organisation des rencontres d'échange. Il y aura des panels autour de ce festival, il y aura des formations, des conseils, il y a même un concours culinaire qui est organisé à la fin. Donc je crois qu'à travers ces formations sur les techniques de transformation, surtout l'hygiène, nous insistons sur l'hygiène. La promotrice et ses partenaires ont pour ambition de faire du Festigri un grand événement international de l'art culinaire avec un impact positif sur l'économie nationale. En attendant, les inscriptions pour la 3e édition débutent le 28 octobre prochain. Les grillères et les festivaliers, eux, se donnent rendez-vous du 22 au 25 novembre à la Maison du Peuple. Les conférences régionales de la décentralisation se sont achevées hier par l'étape de Zignaré dans l'Oubri-Tenga. Des recommandations ont été formulées par les participants pour un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales. Estelle Judith Axorwa. Les conférences régionales de la décentralisation sont l'instrument privilégié de mise en place effective et de renforcement du processus de décentralisation. Débutées le 9 octobre dernier à Ouagadougou, ces conférences se sont déroulées sur l'ensemble des 13 régions du pays et se sont achevées ce 23 octobre par l'étape de Zignaré. Pendant 2 semaines, élus nationaux, élus locaux, membres des conseils régionaux, partenaires techniques et financiers et associations de la société civile ont échangé sur des questions liées au fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agissait donc
de mettre en application les recommandations de la CONAD qui exigeait que nous soyons au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les 13 régions, et que ces CORED soient présidés par les gouverneurs qui sont les représentants de l'État, mais en présence de l'ensemble des acteurs. Parce que très souvent, les acteurs ne sont pas suffisamment associés et la mise en œuvre pose problème parce qu'il y a des divergences. Mais à partir du moment où, par région et par spécificité, les besoins ont été exprimés, les préoccupations ont été évoquées et que de nouvelles recommandations ont été faites, je pense que la prochaine CONAD qui aura lieu en 2013, nous aurons de la matière. Ces assises régionales ont aussi permis aux participants de s'apaisantir sur des sujets relatifs aux thèmes spécifiques à chaque région. À Zignaré, dans le plateau central, il a été question de la mise en œuvre de la décentralisation. Les participants ont ressorti les difficultés qui entravent ce processus dans la région et ont aussi fait des recommandations. Nous avons souhaité qu'on puisse toujours nous accompagner dans le développement des communications entre collectivités afin que vraiment nous puissions assurer quand même un certain développement. Dans la CORED, il y a eu quand même comme peut-être un oubli ou bien c'est un manque, on n'a pas pris en compte par exemple la sécurité. Le ministre délégué chargé des collectivités territoriales a rassuré les participants que ces conclusions et ces recommandations seront examinées et soutenues avec une attention requise par le gouvernement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé ce jour à l'examen de la politique nationale de développement durable. Les spécialistes du domaine ont largement discuté de la forme et du fond du document soumis à leur appréciation. Pélagie Bempanome, Savadou. Ce sont ces deux documents qui seront examinés et validés au cours de cet atelier. Il s'agit d'un avant-projet de loi et d'un avant-projet de politique nationale en matière de développement durable que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a élaboré pour répondre à la recommandation formulée lors des États généraux tenus en novembre dernier. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la mise en œuvre de la SCAD, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée de développement durable, dans le contexte du PAGED, le programme d'action gouvernementale pour l'émergence et le développement durable, dans le contexte de l'après-Rio, et nous pensons qu'il était utile, vraiment utile pour nous de définir une politique nationale de développement durable. Une politique nationale de développement durable qui doit être, j'allais dire, le phare, la lumière qui oriente donc la marche du Burkina vers l'institutionnalisation des questions environnementales. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ces ouvrages revêtent une importance nationale, surtout dans le contexte actuel de la décentralisation. Pour agir dans le contexte naturellement de la démocratie et j'allais dire, du transfert de compétences totales ou partielles vers les communautés à la base, c'est-à-dire les collectivités locales, il faut un cadre politique. Il faut, j'ai dit, une légitimité et une légalité, sans lesquelles toutes les actions qu'on pose seront vaines. La validation de la loi et de la politique nationale de développement durable devrait permettre d'améliorer la compréhension commune du concept et du processus de développement durable et de favoriser une meilleure coordination et intégration des politiques sectorielles. Elle permettra également de mettre en place des organes capables de rendre compte des progrès accomplis en matière de développement durable. C'est pourquoi les participants devront formuler des propositions pertinentes pour l'adoption des 10 documents. L'éducation par le divertissement, une expérience fort réussie par l'ONG Population Media Center qui se propose de la mettre en œuvre dans notre pays. Plus d'une centaine d'épisodes radiophoniques sur des thèmes variés ont été déjà réalisés avec des comédiens burkinabés. Le lancement des activités de cette ONG a été effectif ce matin même à Ouagadougou. Jacques Lamissa Tarpaga. Les temps radiophoniques sont conçus dans une approche basée sur la théorie de la communication pour le changement de comportement. 156 épisodes ont été mis en boîte et seront diffusés par 22 radios à travers le pays. L'objectif des programmes réalisés en Morée et en Dioula est d'apporter de nouveaux comportements en matière de santé de la reproduction, des fistules obstétricales, du VIH-Sida et de l'éducation des filles, entre autres. Une initiative saluée par le ministre de la Communication. La communication est ce vecteur qui permet de partir d'une pensée, d'une réflexion,
d'une politique pour en faire un développement, pour en faire une réussite, pour en faire une culture sociale de manière globale. Je voudrais féliciter la population Media Center de pouvoir nous offrir un peu cette alchimie qui nous permet fondamentalement dans le secteur de la santé, qui est un secteur très sensible dans les perspectives de développement de notre pays. Ce projet de l'ONG Population Media Center, lancé ce mardi à Ouagadougou, est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Pendant les 3 années que dure le projet, il s'agira de travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Les exploitants d'un bas-fond risicole situé dans le Louroum sont agréablement surpris par la production de riz sur les surfaces aménagées. Les rendements sont au-delà des prévisions dans cette partie du pays et c'est tout naturellement à cœur joie que les producteurs s'adonnent à la récolte. Abdelaziz Yaïgibou. Coup de faucille par-ci, vrombissement de batteuses par-là, un travail à la chaîne qui mobilise techniciens de suivi et exploitants du bas-fond risicole de Windigi. L'heure est à la récolte dans cette rizière de plus de 127 hectares. Après 3 mois environ de gestation, suivi de bons soins et arrosé d'une bonne pluviométrie, les premiers résultats sont très satisfaisants. On avait prévu en fait des rendements de 4 tonnes à l'hectare. Mais il faut dire que ce matin déjà ce qu'on a vu, ça tourne autour donc de 5-6 tonnes. Il y a des parcelles où c'est 5 et quelques, il y a des parcelles où c'est 6 et quelques tonnes. Et l'âge Salam Niampa, qui partage avec 3 membres de sa famille 4 parcelles de 900 mètres carrés chacune, n'a plus d'inquiétude pour la quinzaine de bouches qu'il a à nourrir. Les riz, c'est vraiment bon, ça donne bien. Mais suivi seulement, c'est que les techniciens qui sont à côté avec nous, là, comme les encadreurs, de quoi là, parce qu'ils nous parlaient des chemins avec les ficelles. Nous, on n'a pas habité ça. On ne voulait pas, ça nous retarde. Ça nous retarde du travail. Mais finalement, c'est qu'ils ont fait ça. Maintenant, c'est qu'ils récoltent pour gagner 9 à 10 là. C'est ce qu'ils sont semés en lien avec les ficelles. 2 batteuses à moteur et une décortiqueuse pour couvrir 127 hectares répartis en 1135 parcelles. La tâche s'annonce difficile mais gérable pour peu que les activités soient bien coordonnées. On n'a pas de décortiqueuse, les batteuses. On vient d'acheter ça peut-être dans la semaine passée, mais c'est trop peu quoi. Décortiqueuse aussi, le maire Bakary Jacques nous a aidé avec un décortiqueuse. Donc on se débrouille avec ça, mais ce n'est pas suffisant quoi. À ce manque d'équipement s'ajoutent des questions de disponibilité d'air de séchage et de lieux adéquats pour le stockage. Des problèmes pour lesquels les producteurs de Windigi sollicitent des appuis pour les campagnes à venir. En prélude à la célébration du 52e anniversaire des Forces armées nationales, de nombreuses activités sont prévues et parmi elles, un cross populaire qui a mobilisé et militaires et civils le long de certaines artères de la ville de Ouagadougou. Abdoulaye Kaboré. Les Forces armées nationales célèbrent leur 52e anniversaire le 1er novembre prochain. Et des activités marquant cette commémoration ne manquent pas. En témoigne ce cross populaire organisé par la Grande Muette, conduit par le chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabéré Traoré. Ils sont sortis nombreux, soldats de tout grade, forces paramilitaires, associations de commerçants et agents de l'administration publique pour faire de ce cross une réussite. Les coureurs ont fait le tour de quelques artères de la capitale. La place de la Nation, les voies jouxtant les ronds-points du 2 octobre, la bataille du rail et d'autres trajets connus ont été le circuit emprunté. Cette activité sportive vise, selon le général Honoré Nabéré Traoré, à raffermir les liens de cohabitation pacifique entre civils et militaires, d'où le thème pour le renforcement des liens armées-nation. L'année dernière, nous avons été en rupture de bas avec la population. Donc, nous cherchons à travers les activités que nous mènerons, les baptêmes de l'air que l'armée de l'air pourra mettre à la disposition de certains de nos compatriotes qui n'ont jamais pris l'avion. À travers toutes ces activités, nous cherchons justement à recoller à notre nation. Nous collons vraiment au thème qui est le renforcement des liens armées-nation.
nous ne pouvons que saluer cette initiative très salutaire de la part des chefs militaires. Donc ça montre vraiment que c'est une armée qui est proche des populations. Outre ce cross populaire, des activités telles que la visite de l'orphelinat Homme Kizito, les opérations de dons de sang, de salubrité sont entre autres au menu de la célébration. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition. Aux États-Unis, un sans domicile fixe vient de remporter plus de 150 000 €, soit un peu plus de 98 millions de francs CFA, en grattant tout simplement un ticket de loterie. L'homme qui a perdu son travail dans la construction il y a des années vivait depuis dans un centre pour sans-abri. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il venait de gagner le gros lot, il a simplement crié, sauté de joie et a passé la nuit à regarder les tickets. Il n'avait joué que 10 €, soit un peu plus de 6 000 francs CFA, et le lendemain, son frère l'a amené retirer son gain. Il a déjà prévu utiliser l'argent pour prendre soin de sa famille et naturellement vivre plus dignement. Comme quoi, même dans le désespoir, la chance sourit à ceux qui savent la forcer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la Nationale de l'Image et du Son.